Bruno Le Maire, bonjour. Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Ministre de l'économie, merci d'être avec nous ce matin. Bruno Le Maire, réforme des retraites, 12e jour de grève, notamment dans les transports. Moi, avant d'entrer dans d'éventuelles négociations, discussions avec les syndicats dits réformistes, Bruno Le Maire, j'ai une question toute simple. Les Français ne comprennent pas pourquoi avoir choisi le 11 décembre pour présenter la réforme avant Noël, en sachant qu'elle allait provoquer des grèves et qu'elle allait mettre de nombreux Français dans la difficulté. Il n'y a jamais de bon moment pour porter une réforme de cette importance. Elle suscite des réactions, des oppositions. Vous auriez fait ça au mois de juin, ça aurait été les départs en vacances d'été. Vous avez fait ça au mois de septembre. Au mois de janvier, par exemple, vous pouvez faire ça. Vous avez fait ça au mois de janvier, il y aurait eu d'autres obstacles. Là, ce qui compte maintenant, c'est que cette transformation, ce n'est pas une réforme. C'est une refondation du système de retraite français. Il a été fondé en 1945, il repose sur la solidarité. Là, nous faisons une refondation de ce système pour qu'il soit plus juste, plus simple, plus équitable. Et je crois que le jeu en vaut sacrément la chandelle, c'est une magnifique réforme. Vous demandez une trêve pour Noël. Le gouvernement le demande. Et chacun se rejette la faute. La CGT dit « Ah non, mais vous êtes responsable s'il n'y a pas de train à Noël. » Et vous dites à la CGT « Non, vous êtes responsable s'il n'y a pas de train à Noël. » Il va falloir sortir de à toi, à moi. C'est pas à la CGT que je m'adresse, parce que reprenons le fil de ce que nous faisons. Nous refondons le système de retraite. C'est l'intérêt de tous. C'est l'intérêt des femmes qui ont des carrières hachées. C'est l'intérêt des familles nombreuses. C'est l'intérêt de tous ceux qui ont un petit niveau de qualification et qui multiplient les métiers, qui vont travailler 120 heures, 130 heures dans le trimestre au niveau du SMIC. Ils cotisent, ils ne touchent pas de retraite. Demain, ils cotiseront et pour chaque heure travaillée, ils toucheront une retraite. C'est l'intérêt de tous. Donc je souhaite vraiment du fond du cœur que nous retrouvions la voie de la négociation et la voie de la discussion. Les blocages des trains, moi, c'est aux cheminots que je m'adresse. C'est pas à la hauteur de l'histoire des cheminots. C'est pas à la hauteur de l'histoire de la solidarité des cheminots, que les cheminots puissent empêcher des millions de Français de partir en vacances dans les fêtes de Noël, alors que certains ont réservé leur billet de train depuis des mois, qui se font une joie de retrouver leur famille, leur grand-mère, leurs parents, et qui vont devoir rester chez eux ou prendre une voiture et faire des heures de déplacement de galère. Mais je dis à chaque cheminot qui m'écoute, ce n'est pas à la hauteur de votre histoire. Ce n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes, et ce n'est pas à la hauteur de ce que sont les chemins de fer français. Donc pendant la période de Noël, les trains doivent circuler. Ils doivent circuler, pas pour le gouvernement, pour la CGT ou pour qui que ce soit. Ils doivent circuler pour les Français. Parce que les trains, c'est la France. Et que pendant la période de Noël, pendant cette période de fête familiale, tous les trains doivent circuler. Mais qui est responsable de la situation actuelle, franchement ? Je crois qu'on n'en est plus à chercher la responsabilité. Co-responsable. Non mais Jean-Jacques Bourdin, je crois que l'heure n'est pas à chercher les responsabilités des uns ou des autres. L'heure est à chercher une voie. L'heure est à chercher une voie de sortie. Parce que les conséquences, elles sont lourdes. Elles sont lourdes pour toutes les familles qui s'inquiètent. Est-ce qu'elles vont pouvoir retrouver leur famille à Noël et passer les fêtes ensemble? Elles sont lourdes pour les commerçants, pour les artisans, pour les restaurateurs, pour tous ceux qui ont monté un spectacle, les spectacles de théâtre qui sont à moitié vides aujourd'hui. Et elles sont lourdes pour chaque Français. Parce que, je vais vous dire ma conviction, ce conflit pèse sur le moral des Français. Il pèse pas uniquement sur l'économie, il pèse sur le moral de chaque Français, qui en ont assez de voir ces tensions, qui en ont assez de devoir marcher. Tous ces salariés qui sont épuisés parce qu'ils font des heures de voiture dans les bouchons pour retrouver leur travail, ou qui doivent marcher, ou qui doivent attendre sur les quais. C'est épuisant. Et la France mérite mieux. Je pense que la France devrait être capable de porter une transformation de cette importance, la refondation de son système de retraite par répartition et par solidarité qui fait la fierté de notre pays, elle devrait être capable de porter cette transformation dans le dialogue et pas dans le conflit. Et c'est ce que je souhaite du plus profond de moi-même, que nous retrouvions la voie du dialogue. Bien, Bruno Le Maire, aménagement, c'est une parenthèse. Pour les commerçants, je ne sais pas, sur le paiement de leurs cotisations sociales, les commerçants qui souffrent. Tout ce qui est nécessaire sera fait, je le dis aux commerçants. Comme l'année dernière pour les Gilets jaunes, même chose. Même chose que l'année dernière pour les Gilets jaunes, étalement des charges sociales et fiscales, prise en charge du chômage partiel. Pour tous ceux qui sont obligés de fermer leur commerce pour responsabilité sans faute, nous prendrons ça aussi en charge. Je les reverrai très rapidement, je les ai déjà vus il y a une dizaine de jours avec Agnès Pannier-Runacher, ma secrétaire d'État. Nous serons à leur côté. Nous l'avons été il y a un an pendant la crise des Gilets jaunes. Nous le serons à nouveau
pendant cette grève, parce qu'ils ne doivent pas payer les pots cassés pour les autres. Bien, la réforme. Demain, il y a cette grande journée de manifestation et de mobilisation de tous les syndicats. Je dis bien de tous les syndicats. J'ai une question toute simple à vous poser. Le gouvernement va-t-il retirer ou reporter, je dis bien retirer ou reporter, l'âge d'équilibre 64 ans destiné, dites-vous, à rétablir l'équilibre des comptes du régime de retraite? Le gouvernement, le Premier ministre l'a dit très clairement, engagera le dialogue très vite, le plus vite possible. Et je me réjouis... Engager le dialogue quand? Le plus vite possible. Demain, il y a une journée de grève. Donc dès mercredi matin, le dialogue? Et le plus tôt sera le mieux. C'est au Premier ministre de décider. Je note que Laurent Berger a saisi la main tendue. Oui, il était là jeudi matin, il l'a dit. Retrouvons le chemin de la discussion. Et le plus tôt sera le mieux. Mais le plus tôt, depuis jeudi, j'entends ça, le plus tôt. Le plus tôt, c'est ce que décidera. Nous sommes lundi. C'est ce que décidera le Premier ministre. Pour moi, le plus tôt, c'est dès mercredi. Voilà, après, c'est le Premier ministre. Dès mercredi, rencontre avec les syndicats. C'est ce que souhaite le ministre de l'économie et des finances. Nous verrons ce que décideront les syndicats et le Premier ministre dans leur grande sagesse. Je vois bien la différence. C'est ce que souhaite le ministre de l'économie et des finances. Et le ministre de l'économie et des finances ne souhaite qu'une chose. Oui, peut-être que nous sortions, et je pense que mon message est clair, que nous sortions vite du conflit. Que nous puissions adopter cette transformation majeure qui refonde notre système de retraite et que nous sortions du conflit qui épuise nos concitoyens. Alors, la CFDT demande la suppression, le retrait de cet âge d'équilibre ou le report, c'est pas impossible. Vous seriez favorable à un report? Il y a deux piliers dans cette réforme des retraites. Le premier, c'est l'universalité. Nous supprimons les régimes spéciaux et nous passons de 42 régimes à un seul. Ça, c'est un premier pilier fondateur. Un seul régime au lieu des 42 régimes qui existent et plus de régimes spéciaux. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre financier. Parce qu'on ne serait pas responsable si on disait aux Français, on fait la refondation du système de retraite, mais on part avec 8, 10, 12 milliards d'euros de dettes, et puis on verra bien comment ça se passera. Comment est-ce qu'on parvient à cet équilibre financier? Nous avons retenu l'âge pivot, 64 ans. Cet âge pivot, c'est à partir de 2027, c'est pas tout de suite. Et quand on voit aujourd'hui l'âge auquel partent les salariés du privé, en moyenne autour de 63 ans, c'est pas un effort considérable. Donc nous avons retenu cet âge pivot, 64 ans en 2027. Qu'est-ce que ça veut dire âge pivot? Parce que c'est un mot difficile à comprendre. Ça veut dire que si vous partez avant, il y aura une décote sur votre retraite. Si vous partez après les 64 ans, ça veut dire que je vais être obligé de travailler 2 ans de plus. Une surcote. Mais ça veut dire que si vous, Jean-Jacques Bourdin, vous serez très heureux de travailler plus. Non, pas moi. Mais ça veut dire qu'en 2027, si j'ai 50 ans, je suis obligé de travailler 2 ans de plus. Ça veut dire que si en 2027 vous avez 64 ans, vous travaillerez effectivement 2 ans de plus si vous voulez partir avec votre retraite pleine. Je travaillerai plus. Donc que les choses soient claires. Les choses sont simples, elles sont claires. Elles sont aussi cohérentes. Elles sont cohérentes. Donc pas de report, pas de négociation. On part plutôt, on rentre plutôt dans la vie active, on vit plus longtemps, donc tout ça nous paraît cohérent. Est-ce qu'il y a ensuite d'autres solutions pour parvenir à cet équilibre? Ce qui est fondamental, c'est le principe de l'équilibre financier. Les modalités, elles se discutent. L'âge pivot, il peut se discuter dans la modalité d'application. Se discuter, c'est-à-dire que si les syndicats arrivent à la table de travail en disant « nous, l'équilibre financier, on ne discute pas ». C'est vrai qu'il vaut mieux partir avec un système qui soit l'équilibre financier pour qu'il soit solide pour les générations qui viennent. Mais on a une meilleure idée. Nous vous proposons ceci ou cela. Pour l'équilibre financier. La CFDT nous a dit, par exemple, sur l'âge pivot, qu'il était important de tenir compte de la difficulté des carrières longues, de la pénibilité. Mais regardons si on peut discuter de tout cela. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être ouverts à la discussion. En revanche, les deux principes fondateurs sur lesquels il serait, à mon sens, pas responsable de bouger, c'est l'universalité, nous supprimons les régimes spéciaux, et l'équilibre financier. Nous refusons de partir avec 10 milliards d'euros de dette. L'équilibre financier, si j'ai bien compris, on peut l'assurer différemment, on peut avoir des idées, et on peut peut-être reporter. On peut avoir des idées. Le report, est-il vrai? Vous allez être franc. Je le sais, je suis franc, honnête et direct. Alors justement, est-il vrai que vous n'étiez pas favorable à inscrire cet âge pivot dans la réforme? Moi, j'ai toujours été favorable à l'équilibre financier. Voilà, mais d'accord. J'ai toujours été favorable à l'équilibre financier. Vous avez toujours été tel point que mais pas à l'inscription de l'âge pivot dans la réforme. Mais l'âge pivot est une solution qui est raisonnable. Parce que, franchement, mais c'est une solution qui est raisonnable. Non, mais ce n'est pas vrai. Je défends la solution que nous avons retenue. Cet âge pivot, vous avez même c'est fait la remarque. En 2027, c'est-à-dire dans 7 ans,
Il faudra partir à 64 ans pour avoir son taux plein. Si vous partez plus tôt, vous aurez une décote. Si vous partez plus tard, vous aurez une surcote. Mais je ne voudrais pas que cet âge pivot, qui est une simple modalité d'équilibre financier, efface toutes les avancées sociales majeures de cette transformation. C'est pour ça que vous ne vouliez pas que cet âge pivot soit inscrit dans la réforme. Je regrette que cet âge pivot éclipse aujourd'hui les avancées sociales majeures que comporte cette réforme des retraites. Alors n'est-ce pas la remarque que vous aviez faite ? Franchement, n'est-ce pas la remarque que vous aviez faite au gouvernement et au Premier ministre ? Les remarques que je fais aux uns ou aux autres dans le cadre du gouvernement n'ont aucune espèce d'importance. D'abord, elles restent secrètes et elles n'ont aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui porte une transformation majeure du système de retraite sous l'autorité du Premier ministre. Il a fait des choix. Ces choix, je les soutiens. Et notamment cet âge pivot qui permet de savoir pour chacun qu'il faut travailler un peu plus longtemps, comme c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe, comme c'est le cas dans tous les pays développés. Nous avons trouvé cette modalité. Si on peut l'améliorer, que les syndicats nous fassent des propositions et nous les accepterons. Un simulateur demandé par beaucoup de Français pour bien comprendre, parce que beaucoup de Français ne comprennent pas ce qu'ils toucheront quand ils partiront à la retraite. Mi-2020, j'ai vu, un vrai simulateur pour chaque Français. Là aussi, le plus tôt sera le mieux. C'est très compliqué techniquement, parce que vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de cas différents. Mais plus vite, les Français pourront se faire une idée de ce que ça leur apporte, de la manière dont ça va fonctionner. Plus vite, on pourra dissiper certaines inquiétudes. Là, j'entends encore des discussions sur le point. Certains qui disent le point va baisser. Non, il y aura une règle d'or dans le projet de loi qui indiquera que le point ne baissera pas, qu'il sera indexé sur les salaires et que les partenaires sociaux participeront à la discussion. Le point indexé sur les salaires et la pension indexée sur l'inflation ? Le point indexé sur les salaires. Ça, les pensions, par définition, elles varieront en fonction de l'inflation, comme vos salaires varient en fonction de l'inflation. Oui, non, mais si le point que j'accumule, vous avez un salaire qui a moins de valeur. La valeur du point sera revalorisée sur les salaires. Tout on est bien d'accord. Sur la moyenne des salaires, et ça me paraît très juste. Je suis à la retraite, ma pension sera indexée sur les salaires. Aussi. Votre point de retraite et ma sera pension ce qui définira la valeur de votre retraite. Et ce qui fait ma retraite aussi sera indexée. Attendez, ma retraite aussi sera indexée. On est bien d'accord ? Le point qui définit la valeur de votre retraite sera indexé sur les salaires. Qu'est-ce que ça garantit ? Une fois encore, ce qui est au cœur de notre système, la justice. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une revalorisation des salaires, que les salaires progressent, les retraites progressent également. Et la justice, c'est ce qu'il y a au cœur de cette transformation que nous portons. Bien, Jean-Paul Delevoye, doit-il démissionner ? Il a reçu le soutien du Premier ministre. Il a fait une erreur, il a corrigé son erreur. Il a démissionné de ses mandats, dont la plupart, je le rappelle, étaient bénévoles. Ah, il les a cachés. Et il a remboursé les sommes qu'il devait. Voilà. Oui, il a remboursé les sommes qu'il devait, mais enfin, ces sommes qu'il devait, il ne les avait pas déclarées. Je vais vous décevoir. Il ne les avait pas déclarées, Bruno Le Maire. Pardon, mais je vous le dis avec la même franchise, je n'ai rien de plus à dire. Il a fait une erreur, il l'a corrigée, il a remboursé, et il a été confirmé par le Premier ministre. Mais comment pourra-t-il défendre la réforme des retraites devant le Parlement ? Franchement, Bruno Le Maire, franchement, je veux bien vous répéter 50 fois la même chose, j'ai peur que ça lasse nos auditeurs. Je n'ai rien de plus à dire sur le sujet. Oui. Vous êtes prudent sur le sujet. Non, je suis clair, je n'ai rien de plus à dire sur le sujet. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Est-ce qu'il est en train de plomber cette réforme ? Mais je reviens. Est-ce que sa présence, lui qui est en charge de cette réforme... Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Non. Je trouve malheureux qu'au moment où nous refondons ce qui fait la fierté nationale, un système de retraite par répartition, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent dire ceux qui travaillent payent les retraites de ceux qui ne travaillent plus. C'est ce qui garantit l'unité de la nation. Ce qui fait la force de la France par la singularité de son modèle. C'est ça dont nous discutons. Nous allons engager une réforme qui permet d'avoir une retraite garantie de 1 000 € minimum par mois, qui va permettre aux femmes qui ont des carrières hachées d'avoir enfin des niveaux de retraite dignes, qui va permettre aux agriculteurs d'avoir enfin des pensions qui soient dignes, qui va permettre à ceux qui ont des niveaux de salaire plus élevés, au-delà de 120 000 €, de cotiser 2,8% pour les autres. Ça, c'est des changements absolument fondamentaux. Et c'est ce qui fait la force de cette réforme. Et on est en train de parler des erreurs des uns, des modalités techniques de l'âge pivot. Moi, je vous dis que sur l'âge pivot, les choses sont ouvertes. Et je vous dis que sur Jean-Paul Delevoye, il a fait une erreur, il l'a corrigée,
C'est sa décision. C'est sa décision. Bon, Bruno Le Maire, la croissance pour 2019, quelle sera la croissance ? J'espère qu'elle sera, j'espère. Aujourd'hui, les instituts de l'INSEE, de l'OCDE nous confirment dans nos prévisions. Il y a un ralentissement pour 2020 qui s'annonce, c'est très clair, parce qu'il y a des crises commerciales, il y a une tension entre la Chine et les États-Unis. Raison de plus pour nourrir l'activité. Mais la croissance pour 2019, elle sera de combien ? 1,3. 1,3 ? Oui. Et pour 2020 ? nous verrons ce qu'elle sera au moment où nous aurons les chiffres qui commenceront à tomber. 1,3 et l'inflation pour 2019 ? L'inflation est très faible. Très faible ? Bon. Il n'y aura pas de coup de pouce, pas au SMIC, hein, rien. Que les salaires, notamment des plus modestes, soient insuffisants. Et qu'il faille leur donner des coups de pouce. Oui. Mais nous, notre façon de donner un coup de pouce, c'est pas le SMIC. Nous, notre façon de donner des coups de pouce et de soutenir les salaires les plus faibles, c'est quoi ? C'est la prime d'activité. 100 € de plus par mois au niveau du SMIC. C'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'est des instruments qui sont puissants. Et la prime Macron. Puisque vous parlez de tous ces instituts et de tous ces économistes, ils disent tous que la prime d'activité est plus efficace que le coup de pouce du SMIC. Pourquoi est-ce que sur le coup de pouce du SMIC, je ne crois pas que ce soit la bonne solution ? C'est que tout simplement, vous donnez un coup de pouce au SMIC et vous donnez aussi un coup de pouce au chômage. Moi, je préfère donner un coup de pouce à tous ceux qui ont un niveau de salaire faible par la prime d'activité, par l'intéressement et par la défiscalisation des heures supplémentaires. La prime Macron, près de 5 millions de salariés l'ont touché l'année dernière. 401 € en moyenne. Un peu plus d'ailleurs dans les petites entreprises ça a très bien que dans marché, les grandes. effectivement. Ça a très bien marché. Oui, mais cette année, les entreprises doivent mettre en place un plan d'intéressement. Un accord d'intéressement. Oui, un accord d'intéressement. Mais enfin, dans une TPE, chez un commerçant, dans une petite PME, on n'a pas de comptable, on n'a pas de DRH, on n'a pas... Comment fait-on ? Ce que nous voulons faire, c'est une vraie amélioration durable du niveau de rémunération de ceux qui ont les salaires les plus faibles. Oui. Et je dis bien durable, dans le temps long, pas simplement une prime qui serait accordée une année et puis refusée. Alors. La prime d'activité, c'est durable. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est durable. Et sur l'intéressement, c'est une manière d'associer le salarié au résultat de l'entreprise de façon durable. Oui. Les PME me disent, les TPE me disent, les commerçants me disent, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Je le simplifie de 3 manières. Première manière, ils pourront signer, les chefs d'entreprise, des entreprises de moins de 11 salariés, un accord d'intéressement pour 1 an. Normalement, c'est 3 ans. On leur dit, vous voulez essayer, vous avez peur ? Ce sera pour 1 an, pas 3 ans. Deuxième chose, l'accord tel qu'il est disponible sur Internet sera simplifié. Troisième chose que je vous annonce ce matin, un entrepreneur qui signe pour la première fois un accord d'intéressement et qui est un peu inquiet à l'idée de signer un accord d'intéressement, qui se dit c'est trop compliqué, faut que je consulte mes salariés, faut que je les fasse voter, pourra le faire sous forme de déclaration unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne suffira qu'il dise je sors mon accord d'intéressement, je le décide et je le mets en œuvre. Pour 1 an ou pour 3 ans, comme il le souhaite. Mais il pourra le faire de façon unilatérale, il n'aura pas besoin de consulter ses salariés. C'est une avancée majeure, une simplification radicale des accords d'intéressement. Et j'espère que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, tous ceux qui ont des entreprises de moins de 11 salariés se diront, si on n'a pas à consulter nos salariés, si on peut le faire par nous-mêmes, si c'est simplifié comme ça, et si c'est que pour 1 an, ça vaut le coup de se lancer. Et tous ceux qui auront signé cet accord, du coup, pourront verser une prime à leurs salariés totalement défiscalisé. Enfin, le jeu en vaut la chandelle. Et donc, j'appelle tous les entrepreneurs qui nous écoutent, maintenant que vous pouvez le faire sous forme de déclaration unilatérale et que ce n'est que pour 1 an et que l'argent que vous versez va être défiscalisé, faites-le. Faites-le pour le pouvoir d'achat de vos salariés. Faites-le pour récompenser les salariés grâce auxquels vos entreprises marchent bien. J'ai une dernière question sur Boris Johnson et sur la Grande-Bretagne. Imaginons qu'il installe une zone de libre-échange là, aux portes de l'Europe, genre de Singapour sur Tamise. Ce serait catastrophique, non ? Boris Johnson fera bien ce qu'il veut. Ce qui compte pour moi, c'est que nous sécurisions le marché unique européen. C'est-à-dire que les produits qui rentrent sur le marché unique européen obéissent aux mêmes règles de fabrication sociale, fiscale, que celles qui s'imposent à tous les produits sur le marché européen. Donc nous allons négocier cet accord avec la Grande-Bretagne. Je crois que c'est notre intérêt de garder de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne, mais ça doit se faire avec une ligne rouge absolue, préserver le marché unique européen. Et j'ai une dernière question. L'endettement des entreprises américaines,
qui inquiéterait les milieux financiers et les milieux économiques. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une C'est vrai inquiétude. que l'économie mondiale est menacée par cet endettement. Il y a une inquiétude sur ce niveau d'endettement. Oui. Il y a eu aussi une inquiétude sur le niveau d'endettement des ménages sur l'immobilier. Donc j'ai pris la décision avec le gouverneur de la Banque de France, quand nous voyons que se multipliaient les crédits au-delà de 25 ans, avec un taux d'effort de plus de 33%, c'est-à-dire plus de 33% de votre revenu consacré à l'achat de votre bien immobilier. Nous nous sommes dit, là, la machine est en surchauffe, il faut ralentir les choses et éviter le surendettement des ménages. Donc nous avons pris la décision, dans le cadre du Haut Conseil financier, de restreindre les crédits au sens où nous voulons éviter que des ménages s'endettent trop lourdement sur une durée trop longue, parce que ça fait exploser les prix de l'immobilier et que ça menace les ménages. Donc vous voyez que nous veillons à ce que notre économie, qui aujourd'hui marche bien, tourne bien, est solide, avec une croissance qui est une des plus fortes de la zone euro, ne soit pas menacée par des chocs de surendettement. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir, il est 8h54.